Chers téléspectateurs de WAFRICA, bienvenue dans cet entretien avec le professeur Sanda Tomé sur la question du Rwanda et de la République démocratique du Congo. En effet, depuis plusieurs mois, nous avons tous observé sur la scène internationale cette intervention quasi prouvée en République démocratique du Congo, notamment dans la zone du Kivu, par un M23 qui serait soutenu par le gouvernement rwandais, avec une des démonstrations faites par les Nations Unies et une espèce de négation du gouvernement rwandais, mais encore et davantage des preuves chaque jour que le Rwanda serait en train de soutenir le M23. Et ça continue, et le conflit continue d'être tenu entre les deux pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une rencontre, je crois, en Angola, entre les deux présidents pour essayer de résoudre la question. Dans cet entretien, je suis avec Fabrice Amougou. Bonjour Fabrice. Bonjour Jacques. Fabrice va s'occuper de la dimension diplomatique, résolutionnelle du conflit. Et moi, je vais commencer avec le professeur Chanda. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, nous observons, et je pense que ceux qui nous regardent constatent quand même qu'il y a des preuves que le gouvernement rwandais soutiendrait le M23 au Congo. Et depuis ces preuves-là, on a l'impression que plus on parle, plus le gouvernement rwandais ne s'arrête pas. Et du coup, on a envie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait fonder la légitimité d'une telle position. C'est la raison pour laquelle notre entretien se veut bien de commencer par la dimension historique du conflit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut donner autant d'arguments au président rwandais ou bien au gouvernement rwandais de rester en RDC. Écoutez, il y a au moins trois choses qu'il faut reconnaître ou fixer comme préalable. La première, c'est regrettablement l'état d'organisation institutionnelle de la République démocratique du Congo, qui est une véritable calamité. C'est un géant au pied d'argile. C'est une situation qui résulte de l'incapacité des élites dirigeantes historiques de ce pays de défendre effectivement une position nationaliste et d'avoir la volonté et l'ambition de bâtir un État fort, un réel État. Mais dire bâtir un État n'est pas suffisant. Sans doute, il faudrait parler de bâtir un État qui corresponde à peu près, ou absolument d'ailleurs, à l'immensité du territoire de ce pays et à la composition de sa population. Lorsqu'on aborde cette problématique, en premier point, personne n'est excusable. Et à la limite, le colonialisme belge s'en sort nettement mieux. Même Patrice, en qui on avait investi beaucoup d'espoir, peut-être qu'il était trop jeune, mais on n'est jamais assez jeune ou trop jeune pour être nationaliste ou pour avoir des visions. Même lui, en réalité, a fauté. Parce que si on en est arrivé à la situation actuelle, c'est quand même parce que, historiquement, les dirigeants ne se sont pas entendus sur la configuration institutionnelle. Certains étaient pour une partition, mais dans un État fédéral. Oui. D'autres ne l'étaient pas. Ce que Patrice Lumumba refusait. Patrice refusait.
Le deuxième élément, c'est la situation géopolitique. Le Congo démocratique est l'un des plus vastes du continent. 100 fois plus grand que le Rwanda. Voilà, l'un des plus peuplés aussi. Et situé à la lisière de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. De l'Est. À la fois ce qu'on pourrait appeler État riverain des Grands Lacs et riverain des autres grands fleuves d'Afrique. Ça entraîne forcément une responsabilité et une contextualisation géopolitique et géostratégique tout à fait particulière. D'abord, dans l'optique de la discussion ou des batailles d'influence entre les grandes puissances, et ensuite, au plan strictement régional, dans la quête de différents acteurs pour un leadership continental. Le troisième élément, enfin, et qui est intimement lié au deuxième, c'est une incompréhension permanente entre les influences et les interférences anglo-saxonnes et francophones qui a donné lieu à des manœuvres extrêmement cyniques fondées sur les articulations ethniques. Il ne faut pas oublier que c'est une région où on trouve beaucoup de Tutsis et de Hutus. Le même peuple bantou, certes, mais avec à la fois une différence anthropologique et linguistique importante par endroit. Les Tutsis, on les retrouve jusqu'en Tanzanie, en Ouganda et même jusqu'en Zambie. Pratiquement d'ailleurs, toutes les populations ayant pour langue première à l'origine le Swahili se revendiquent d'une manière ou d'une autre comme des Tutsis. Ça a donné lieu, en se fondant sur les interférences et les influences des grandes puissances, à la guerre, d'abord froide, ensuite chaude, dont la résultante la plus déplorable, la plus regrettable, demeure le génocide au Rwanda. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'en réalité, il s'est produit pas un seul génocide. Il y a aussi un génocide des Hutus. Parce qu'après 1994, un bon million, sinon bien plus, ont été massacrés dans les forêts. Aujourd'hui, nous vivons la résurgence, ou si vous voulez, la pénitence d'une situation historique de deux colonisations qui ont construit leurs influences sur les interférences ethniques et engendré pour cela la constitution d'États qui plus ou moins se sont revendiqués d'une ou de l'autre tribu. C'est ce qu'on a eu au Rwanda, en Ouganda, et même en Zambie et en Tanzanie.
que vient donc faire la République démocratique du Congo dedans? D'abord, en tant qu'État extrêmement vaste, situé aux confins de ces interférences et de ces influences, la RDC a servi et continue de servir à la fois comme base de repli, comme source d'approvisionnement et d'enrichissement des différents groupes qui se créent, se font et se défont au gré des interférences et des influences des grandes puissances, et à partir de là, en réalité, entretiennent des guerres latentes ou actives. Vous avez posé une excellente question, mais la réponse est dans la question. Le Rwanda n'est pas un État extraordinairement puissant. À l'origine, c'est la tête de pont anglo-saxonne pour casser la dynamique de l'influence française qui risquait, même pas qui risquait, mais qui débordait déjà les Grands Lacs. Les anglo-saxons, États-Unis en tête et Grande-Bretagne, ont estimé dans leur planification que l'influence française devait être limitée dans la région d'Afrique centrale et la région d'Afrique de l'Ouest. Les Grands Lacs intervenaient comme un tampon qui, s'il échappait effectivement au contrôle, allait déborder en Afrique de l'Est et pratiquement unifier l'influence française au plan géopolitique et géostratégique. Et ça peut se comprendre, professeur, avec toute la richesse qu'on peut y trouver. Mais avant que vous ne continuiez, prof, nous avons lu l'article de Pierre Jacquemot qui écrit Le Rwanda et la République démocratique du Congo, David et Goliath dans les Grands Lacs. Et dans cet article, il essaie de montrer qu'il y a eu deux mouvements de déportation des populations rwandaises vers dans le Kivu. C'est déjà dans les années 1900, entre 1930 et 1945, mais davantage pendant le génocide. C'est-à-dire pendant le génocide, beaucoup de populations rwandaises se sont réfugiées vers le Kivu. Ils sont réfugiés vers le Kivu. Et ont comme ça installé une population rwandaise dans le Congo. Est-ce que on peut estimer que le président rwandais légitimement essaie de protéger ces populations qui sont dans le Kivu? Ben non, c'est tout, sauf une situation en Ukraine, où là vous avez effectivement une population russophone importante, à qui on s'est mis à tout enlever, la langue, les documents administratifs et même les territoires, et motivant bien évidemment, ou d'une manière ou d'une autre, la réaction de la Russie. Non, on n'est pas dans ce cas de figure en réalité. Prenez la situation du Cameroun pour être beaucoup plus explicite. Le Cameroun constitue une réserve naturelle, un pôle de repli et une base de départ d'un certain nombre d'influences et d'interférences en Afrique centrale. Ça passe par l'accueil des populations, ça passe également par la distribution des ressources, volontairement ou involontairement. Historiquement, les Tutsis et les Hutus se retrouvent partout, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Est. N'oubliez pas quand même que c'est la souche unique est bantou. Elle n'est pas si compliquée que ça. Sur le plan anthropologique, c'est la souche bantou. D'accord, d'un point de vue strictement, en ce qui concerne la présentation physique, on reconnaît assez facilement un Hutu et un Tutsi. Les Tutsis sont de type nubien, longeline, éthiopien.
les Hutus sont des types beaucoup plus proches de la forêt, beaucoup plus dodus. C'est fondamental. Mais qu'à cela ne tienne, le processus de déplacement et d'implantation des populations qui s'est opéré depuis pratiquement 200 ans maintenant a engendré un certain nombre de rancœurs sur la manière dont l'encadrement s'est passé. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de génocide au Rwanda, il part quand même d'une rébellion. Et cette rébellion est construite essentiellement par des exilés anglo-saxons, dont des Tutsis vivant aux États-Unis en Grande-Bretagne et ayant donc utilisé les pays Tutsis de la région, particulièrement l'Ouganda et la Tanzanie, comme à la fois barre d'arrière, centre d'entraînement et point de départ d'une rébellion concurrente. Lorsque vous faites un retour en arrière, le Rwanda n'est pas forcément un pays militariste ou militarisé, mais c'est la gâchette des anglo-saxons en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, moins, mais dans le jeu politique entre les sous-régions, le Rwanda sert d'État policier, à la limite, d'État agresseur en permanence. Et c'est une situation qui arrange les États-Unis, qui ont fini d'ailleurs par trouver un compromis avec la France pour que cet état de choses perdure et pour que la France s'appuie sur cet état de choses également pour contrôler ou à tout le moins constituer un volet d'avertissement et de menaces de chantage permanent vis-à-vis de ces satellites d'Afrique centrale. La réalité, c'est que le Congo démocratique, s'il était géré de manière autonome et organisé, structuré convenablement, l'influence française tomberait dans toute la sous-région, jusqu'au Cameroun. Afrique centrale, Gabon et tout, ça tomberait complètement. Ils n'ont pas aujourd'hui intérêt à ce que le Congo démocratique soit un État fort. C'est ce qui entraîne l'arrestation et la conduite de Jean-Pierre Bemba à la prison de La Haye. Il n'avait rien fait en réalité. Puisque Patassé n'est pas allé à La Haye. En fait, il était puni pour avoir repris les idéaux de Patrice Lumumba. Voilà, aussi simple que ça. Et il y a une déclaration de Kwame Nkrumah qui est très importante, qui dit « L'avenir de l'Afrique se joue au Congo ». Et ça, c'est pendant que Patrice Lumumba est traqué. Si vous n'avez pas une compréhension des enjeux géopolitiques avec la somme des interférences et des influences des grandes puissances, vous ne pouvez rien maîtriser dans le coin. J'attire votre attention sur le fait qu'après avoir constitué, d'ailleurs c'est dans le livre qui sort sur l'inéluctable rupture France-Afrique, après avoir constitué une dynamique de repulsion, en réalité, de la culture, de la langue française sur le continent, servant d'un modèle unique jamais vu. En 20 ans, le Rwanda a réussi à évincer le français pour instituer l'anglais comme langue principale, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer au plan culturel, économique et autres. Mais simplement, comment vous expliquez-vous que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louis Mushikiwabo, qui a d'ailleurs été détenu en France pendant un temps,
pas détenus, retenus pour des enquêtes importantes, humiliantes d'ailleurs, soit devenu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, et ça me rappelle Ronald Reagan qui disait dans le jeu permanent des rapports entre les États, il ne faut jamais dire jamais. Lorsque vous avez une photographie complète de cette situation aujourd'hui et du rôle d'une passivité extraordinaire jouée par les forces de maintien, de stabilisation, tout ce que vous pouvez imaginer, des Nations Unies au Congo, vous comprenez très vite le jeu qui se met en place. Ce n'est pas le Rwanda, pas du tout. C'est une fois de plus tout le destin de l'Afrique qui se joue au Rwanda, qui se joue à travers le positionnement dont on a gratifié le Rwanda aujourd'hui. Alors, prof, le secrétaire général de l'ONU disait justement que la MONUSCO n'est pas capable de repousser les forces du M23 car ces dernières sont dotées d'armes lourdes et de matériel de pointe à la dimension d'une armée étatique. Bon, ça nous rappelle une initiative qui est en cours au niveau des États est-africains, qui est d'instaurer une force de repulsion, de désactivation des rebelles du M23. À vous entendre, on pourrait estimer que ces initiatives sont vaines, vu qu'elles ne sont pas appuyées par les grandes puissances internationales. Écoutez, c'est un jeu de dupes. C'est complètement un jeu de dupes. Il faut faire assez attention. La Russie est en mesure d'empêcher tous les bombardements sur la Syrie. Elle ne le fait pas. Il y a un accord tacite, non écrit, avec l'État d'Israël et avec les États-Unis en posture secrète, qu'il faut savoir faire, accepter de faire, mais limiter l'ampleur. C'est simple que cela. Exactement comme on peut tout détruire en Ukraine et que le président de ce pays ne bouge pas. Livrer la population au froid, à l'obscurité et tout, à une vie de rat, et qu'en réalité, il n'y a aucune réaction pour dire non, 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 on n'en peut plus, ça ne va pas. Alors, c'est quoi? L'idée même de rationalité dans la conduite des relations internationales relève d'une chimère. Elle procède simplement d'une dialectique qui modifie la contexture des intérêts nationaux des États selon les circonstances. Dans le cas précis du Rwanda, tout ce qui se met en place, tout ce qui est en mouvement en ce moment, dans l'optique, dit-on, de neutralisation du M23, procède d'un jeu diplomatique savant. Le pouvoir au Congo doit être contrôlé. Ce n'est pas pour rien que ça se met en place, que le M23 ressurgit, renaît, reprend la vigueur à la veille de l'élection présidentielle au Congo. Ce n'est pas fortuit. C'est une gâchette savamment construite par le complexe diplomatico-militaire et économique occidental pour ne pas perdre la maîtrise des acteurs politiques du coin. Et je pense qu'en l'espèce, le déclencheur a été très certainement au moins deux choses. La première, c'est le traitement infligé à Kabila. Ça a été une erreur.
La deuxième, c'est la tentation d'instauration d'un critère de congolité qui s'apparente à l'ivoirité que l'on a connue en Côte d'Ivoire. Vous savez, je ne sais pas citer son nom, mais le propriétaire du tout-puissant Mazembe, que vous connaissez très bien, hein? Moïse Katumbi. Le beau métis, est d'abord l'homme des Occidentaux. C'est important. Avoir fait ce qu'on a fait à Kabila, devenu un reclus, alors qu'on l'avait installé justement pour contrôler le Congo est une erreur. Bemba a été arrêté, envoyé à La Haye pour qu'il foute la paix à Kabila, qui ne gêne pas son pouvoir. Il faut repartir dans ces montages historiques pour bien comprendre. Kabila, à la veille du renouvellement de son mandat, dit « Ah non, 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 non. Élection à 2 tours, on ne peut pas faire ça. Regardez ce que ça a fait en Côte d'Ivoire. » Et du coup, il instaure élection à 1 tour, ça passe. Ce sont les experts occidentaux qui sont derrière. Même comme ça, il ne gagne pas cette élection, en réalité. Bemba, qui dans le gouvernement précédent était vice-président, sur la base d'un accord précis, on lui colle. Bemba, c'est l'héritier d'une famille très riche, qui lui-même est extrêmement riche, qui avait les moyens d'entretenir pratiquement une armée, qui n'était plus une milice. Mais ce qu'on lui colle au dos, bien évidemment, les événements de Centrafrique, qu'on peut coller à n'importe quel dirigeant aujourd'hui. Mais simplement, il n'a jamais été sur le terrain là-bas. C'était un montage. Un peu comme on chercherait George W. Bush, aujourd'hui, pour lui incriminer tous les horreurs d'Irak. Ou encore Nixon et le reste, pour leur imputer les horreurs du Vietnam. Voilà. Donc, il faut se resituer dans tout ce contexte. Tous les efforts de paix sont en réalité de la blague. C'est de la fumée jetée à une opinion internationale absolument aveuglée par les lumières malsaines que l'on met en exergue, parce que les intérêts nationaux se cachent derrière, et parce que, pour cultiver la bonne conscience publique, il doit au moins être su, vu et compris que les États, les puissances qui ont les moyens, qui détiennent la notoriété nécessaire, qui sont établis effectivement comme puissance, font des efforts. Parler d'armes lourdes. Le Rwanda n'a pas une industrie militaire. Ce sont des armes fournies par l'Occident. Voilà. Professeur, avant de passer peut-être complètement la parole à Fabrice, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir est-ce que Laurent Désiré Kabila aurait passé un accord avec le Rwanda et éventuellement l'Ouganda pour chasser Mobutu du pouvoir, et peut-être qu'il y aurait des leviers de cette pseudo-légitimité rwandaise dans le Kivu? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut savoir raison garder et se limiter à ce qui existe et à ce qui a été fait. Mobutu a été chassé du pouvoir par l'Occident et par une armée rwandaise. Donc Kabila n'était en réalité que le potiche. Mais, une fois de plus, il n'y a pas d'accord spécifique. Il existe
implicitement, à travers la volonté de ne pas laisser le plus vaste État d'Afrique centrale, un des plus vastes États du continent, être géré de manière indépendante, de manière à cultiver un nationalisme effectif qui devienne ravageur. Vous pensez un seul instant, si le Congo était effectivement un État dirigé, disons, comme l'Algérie ou l'Égypte, ce que ça entraînerait, ça renverserait tous les régimes en Afrique centrale. Tout de suite. Ça ne traînerait même pas. Regardez un si vaste pays, si riche, on disait du Congo démocratique que c'est un scandale naturel à cause de l'immensité de ses richesses naturelles, minières et agricoles. Fluviales aussi, parce que le Baradinga, les deux autres volets du Baradinga vont vous produire presque 10 000 mégawatts, ce qui est absolument rare en Afrique. C'est un pays exceptionnellement riche, gratifié par la nature de potentialités et d'atouts hors normes. Et dans le contexte de l'instrumentalisation de l'influence des grandes puissances, particulièrement celles qui historiquement estiment qu'elles sont les mieux placées ou fondées à revendiquer une influence dans ce pays, ils ne laisseront jamais faire. Mais, qu'à cela ne tienne, le drame du Congo se noue parce que nous avons perdu le fil conducteur du progressisme en Afrique. Il n'existe plus réellement de mouvement progressiste et panafricaniste au sens dynamique. Il existe des fluidités insaisissables limitées à un discours intellectuel de salon qui en réalité ne se retrouvent pas dans une pratique constante sur le terrain, dans l'ordonnancement des rapports avec les partenaires externes. Voilà la réalité. Prenez un pays comme le Sénégal. Le président, c'est un de ce que vous pouvez appeler un génie politicien, nationaliste, tout ce que vous voulez. Mais la configuration objective de son économie aujourd'hui ne prédispose pas ce pays à jouer tout le rôle qu'il aurait pu jouer avec tout son potentiel intellectuel. Ce n'est pas un pays très riche, ce n'est pas un pays doté d'immensité sur le plan des ressources naturelles, mais c'est un pays doté de capacité intellectuelle et historiquement à l'avant-garde de la réflexion sur l'indépendance du continent. Le constat doit être fait beaucoup plus vite que l'on est resté dans un discours de salon et moins dans une pratique qui corrobore avec les exigences d'une indépendance réelle, de la construction des leviers d'influence dans les rapports entre les États sur la scène internationale. Le Congo en est effectivement victime, parce que ce qui se passe au Congo est intolérable. C'est le résultat, dit une fois de plus, d'une descente aux enfers de l'identité progressiste en Afrique. Et ça a commencé un peu en Côte d'Ivoire avec la déchéance de Gbagbo, ce qui n'aurait jamais dû se mettre dans cette position. Gbagbo est la génération des penseurs panafricanistes qui, à l'époque, en réalité, font la fierté du continent. On pense que demain, ils vont se projeter. Donc, quelqu'un ne peut oublier que c'est le promotionnaire de Alpha Condé. Et vous avez vu comment Alpha Condé a fini en Guinée. C'est lamentable pour le continent. C'est-à-dire que vous cherchez ceux qui vont rêver le panafricanisme réel, indépendant, autonome, surtout digne et honnête. Vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Alors, prof, l'Union africaine dans tout ça, le 25 avril dernier, elle se fondait dans un communiqué appréciant les efforts des États est-africains sur
dans le cadre de l'initiative dite de Nairobi, Ouais. qui mettait en place un certain nombre de mécanismes politiques et militaires à l'effet de résoudre la crise dans l'Est de la RDC. En Ouais. août dernier, elle se disait fortement préoccupée par la reprise des affrontements dans l'Est du Congo, de la RDC. On constate, pour le déplorer bien entendu, qu'il y a une attitude de neutralité négative, ou même d'une certaine passivité. Oui. On peut se poser la question de savoir quel est le rôle que peut jouer l'Union africaine pour pour stabiliser la RDC et peut-être résoudre la question de ce conflit entre le Congo et ses voisins. D'abord, quand vous parlez d'Union africaine, faites un peu le bilan de l'évolution de l'organisation continentale. La quête de puissance d'une institution, ou à tout le moins l'orchestration de la puissance d'une institution, réside dans la qualité de ses membres, dans la foi des 10 membres en leur institution, de l'existence d'une idéologie et des ambitions collectives et de l'adhésion commune et sans faille à cette vision et à cette idéologie. Est-ce que nous sommes dans ce contexte aujourd'hui? Je ne crois pas. L'Afrique a été mobilisée sur 2 grands thèmes. Le premier, c'était l'anticolonialisme. Passé la vague des indépendances des années 60, qui s'étale jusqu'à 65, il nous est resté la situation des pays sous le joug de l'apartheid. Afrique du Sud, Namibie, Rhodésie, Angola, Guinée-Bissau, ainsi de suite. Avec la libération de Mandela et la cession de la majorité noire au pouvoir en Afrique du Sud, je n'allais pas dire s'effondre, parce que ce n'était pas un mythe, mais ça arrête net l'existence d'un champ mobilisateur pour le rassemblement des Africains. Il n'y a plus de thème en réalité. Et lorsque entre 85 et 90, le monde connaît la mutation qui met fin, à tout le moins officiellement, à la guerre froide, l'effondrement de l'Union de Berlin, ainsi de suite, l'effondrement de l'Union soviétique, la disparition du pacte de Varsovie. C'est un peu comme des brebis livrées à la nature. On ne sait plus où aller. C'était l'anti-impérialisme, l'anti-américanisme, on avait choisi son camp. C'est fini. Du coup, il faut se redéfinir en tant qu'Africain avec une identité précise dans la contextualisation des rapports de force dans le monde. Nous sommes perdus. On retrouvera quelques couleurs avec l'énergie de Kadhafi, quelqu'un comme Kadhafi, qui parle de monnaie africaine, qui parle d'États-Unis d'Afrique et tout, qui se lance dans plusieurs fédérations, union avec la Tunisie, union avec l'Algérie, union avec l'Égypte, tout ça dans l'eau. Un satellite africain. Oui, en réalité. Mais, au fond, il manque de porteurs d'une idéologie authentiquement africaine, parce qu'il n'y a plus
d'État tête de pont. Et quand il n'y a pas d'État de tête de pont, parce qu'il n'existe plus de dirigeants assez charismatiques, suffisamment honnêtes, convaincants et engagés pour la promotion d'un destin typiquement et fondamentalement africain. Parce qu'en fait, la guerre sur la scène internationale, les intérêts, globalement, elle est certes celle des nations. On peut voir la France comme en ce moment, et l'Allemagne s'oppose aux États-Unis sur quelques bricoles, le financement des voitures électriques, ainsi de suite, les questions de gaz et de pétrole. Mais, d'un point de vue global, la réflexion géostratégique met en mouvement et en confrontation des régions entières. Et elles doivent être soudées et sont soudées autour d'idéologies de développement et de façonnement du bien-être de leur société. Nous, on n'est nulle part. L'Afrique en tant que région, dans le contexte de la compétition internationale, ne peut plus retrouver ce qu'elle a été avec son discours, l'idéologie mobilisateur, la pensée rassemblant des années 60 et 70. Il faut se poser la question pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas fait émerger, ou on n'a pas pu, ou on n'a pas su faire émerger des valeurs intrinsèques, pas simplement intellectuelles, mais construites à l'intérieur des cadres étatiques et qui portent en même temps les aspirations de tout un peuple et d'un continent. Mettez les dirigeants africains un à un, alignez-les, regardez dans une photo et vous vous interrogez sur lequel, en réalité, exprime mieux ou exprime plus ou a une vision absolument dynamique, imparable sur le destin du continent. De manière à s'offrir d'abord individuellement, ensuite son pays, comme cadre de référence pour une avancée dans la conquête de la dignité de l'Afrique. Ça manque aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes toujours à l'affût de jeunes capitaines, de jeunes lieutenants qui émergent du jour au lendemain et disent « Moi, j'ai pris le pouvoir pour la révolution, pour la rectification, et ainsi de suite. » Mais, qu'à cela ne tienne, historiquement, dans les relations internationales, on parle de cycle de 10 ans. Mais en réalité, dans la vie des nations et des peuples, c'est 50 ans. Les prochaines 50 années, sans doute, verront émerger des Africains dans le style, la volonté, les ambitions, l'engagement et la détermination dont je viens de faire état de la défaillance. Alors, professeur, l'on pourrait vous rétorquer que Paul Kagame, le président rwandais, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher dans le cas spécifique de la RDC, serait ce dirigeant africain capable de porter cette idéologie, bien cette vision d'un continent fort, stable, et capable d'influencer les relations internationales. Oui. Vous savez, c'est pour ça que c'est bien. Je recommande souvent aux gens de faire les études marxistes. Parce que l'enseignement de la dialectique dans la philosophie marxiste est extrêmement importante. Il faut voir chaque chose avec son revers. Vous savez, l'émergence de Kagame intervient dans un contexte de forte sympathie internationale à cause de ce qu'on a appelé le génocide rwandais, qui est quelque chose d'extrêmement terrible. Quand on voit tous ces crânes-là, c'est à peine supportable, c'est très grave ce qui s'est passé au Rwanda.
Pour ça d'ailleurs que parfois, on a de la peine à comprendre que quelques personnes critiquent Kagame ou le Rwanda. Mais si ce petit pays a été et demeure un modèle, c'est vrai, c'est dû en partie à son leadership, au leadership de Kagame. Ça suppose aussi qu'ils ont construit en son temps une rébellion qui était suffisamment organisée, bien organisée d'ailleurs, bien conseillée et bien fournie sur le plan des ressources humaines. Profitant bien évidemment d'une auréole naturelle et d'une sympathie, d'une solidarité, d'une compassion due au génocide que son pays que son peuple a subi, Kagame a travaillé vite et bien. Mais derrière toutes les apparences, il y avait la situation que l'on connaît aujourd'hui, dans cette intrusion au Congo. On se pose beaucoup de questions, si vous voulez. Est-ce qu'il n'a été en permanence, en réalité, qu'un pion de puissance cachée, en somme de l'Occident, qui a trouvé à l'utiliser, lui, Kagame, pour fédérer ses intérêts contradictoires. C'est la seule explication qui permette aujourd'hui d'envisager une clarté dans l'élection, pas l'élection, le choix de son ministre des Affaires étrangères, une de ses principales collaboratrices, pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Qui est réellement Kagame? La question va continuer à se poser et je ne crois pas que nous avons aujourd'hui une réponse ferme et définitive sur qui est Kagame. Le Rwanda est devenu une petite Suisse africaine. J'y étais. C'est géré et réglé comme du papier à musique. Mais beaucoup de feux couvrent au Rwanda. Est-ce que c'est le pays multiethnique, pluriculturel par essence, par définition? Est-ce que c'est véritablement le modèle? Beaucoup d'interrogations restent sans réponse. Mais d'un point de vue de la stature de l'homme, de son charisme et des actes qu'il a posés et pose, la manière dont il exprime les intérêts de son pays et la personnalité de son pays par rapport aux puissances extérieures et aux partenaires étrangers, je crois que c'est un modèle. Alors, ils sont petits grands voisins. Félix Tshisekedi, petit au sens où il est tout nouveau sur la scène présidentielle, son premier mandat, et grand parce qu'il dirige ce pays vous avez aussi bien présenté tout à l'heure, la RDC, qui est un pays continent, plus de 2 millions de kilomètres carrés, qui n'arrive pas, Félix Tshisekedi, qui n'arrive pas à résoudre la crise en interne, dans l'est du Congo. Mais en tant que président, la CEAC a été désigné comme médiateur dans la crise tchadienne. Jouit-il de la légitimité ou alors a-t-il les outils nécessaires pour pouvoir gérer cette crise, alors qu'en interne, il n'arrive pas déjà à régler le problème de l'Est de la RDC? Je crois qu'il faut relativiser
la substance de l'interrogation. Il y a la forme et le fond dans ce qu'on attend d'un médiateur et même dans le choix d'un médiateur. Tout le monde peut être médiateur. Et la tendance en Afrique, comme vous le savez, même d'ailleurs à travers le monde, c'est de recourir à d'anciens chefs d'État, à d'anciennes personnalités qui ont marqué le monde, pour en réalité user de leur influence, de leur auréole, de leur entrain, pour jouer les médiateurs, ou à tout le moins servir de bons offices dans la résolution de certains conflits. Cependant, je crois que les liens directs ou indirects, explicites ou implicites, qui existent entre certaines de ces personnalités avec les grandes puissances ont un impact important dans les solutions susceptibles d'être arrêtées et proposées. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est quand même significatif par ailleurs de le dire que plus un État influent, plus son principal dirigeant est visible et joue effectivement un rôle important dans le concert des dignitaires et des souverains internationaux, mieux ces nationaux vont être projetés devant les caméras de la médiation internationale. Moussa Sarfaki n'est pas devenu président de la Commission de l'Union africaine parce qu'il était très brillant ou très fort. C'est l'auréole, la respectabilité, l'influence d'Idriss Déby sur le continent, paix à son âme, qui a favorisé le choix du ministre, de l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères pour être président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez, nous avons eu 2 secrétaires généraux de l'OUA, au Cameroun. Ça correspondait à une relative influence, solidité diplomatique de son temps, à une implication bien évidemment très active, même si elle n'était pas brillante, mais elle était active, de l'ancien président. Tout en gardant les fondements et les principes intacts, les styles, en réalité, ont changé et donné lieu à de nouvelles manières de voir, d'envisager l'action diplomatique qui n'offrent pas les mêmes résultats. Donc, dans le choix et la réussite d'un médiateur, beaucoup de paramètres interviennent. Pour finir, professeur, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la crise dans l'Est de la RDC, dispose-t-il de moyens ou de leviers qui pourraient activer à l'effet de résoudre ces crises, de porter la RDC vers d'autres cimes sur le plan international? Nous rappelons à l'attention des téléspectateurs que vous avez publié chez l'Amateur un excellent livre sur intitulé « Les nationalistes africains à l'épreuve », qui évoque les stratégies et les tactiques au pouvoir pour l'effet de résoudre telle ou telle situation. Peut-être pour ajouter quelque chose à la question de Fabrice, il faudrait peut-être dire aussi que Félix Tshisekedi a demandé aux jeunes Congolais de se mobiliser. C'est-à-dire que pour faire face au Rwanda, est-ce que réellement il a des outils pour pouvoir faire face à cela? Est-ce que, après tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il est peut-être conscient du fait que le Rwanda a une légitimité internationale qu'il ne peut peut-être pas gérer et que le seul moyen pour lui, c'est de se battre avec ce qu'il a? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui est sûr, le Rwanda n'envahira jamais le Congo. Mais le Rwanda va demeurer une gâchette sur le Congo.
L'équation Tshisekedi est une très mauvaise équation. Vous savez, je l'ai souvent dit à propos du Cameroun. L'avantage est peut-être le point le plus fort de Paul Biya, c'est d'être arrivé au pouvoir le plus simplement du monde, sans que ce soit le résultat d'une trahison, d'une intrigue, ou encore de l'orchestration de conflits ethniques, sectaires et séparatistes. Voilà la réalité. Si simple que ça. Sa seule loyauté, son intégrité, son honnêteté, sa fidélité vis-à-vis du premier président lui a valu d'être président. Et ça, c'est fondamental. Tshisekedi, c'est un autre registre. Il est le produit d'une trahison. Et ça, c'est un gros problème au Congo. C'est même un gros problème pour tous ceux qui aspireraient à le défendre. L'indépendance du Congo, sa dignité ne sont pas négociables, ne le seront jamais. C'est vrai. Mais j'attire votre attention que c'est un pays qui a connu historiquement une scène politique beaucoup plus riche, plus dense et plus consistante que la plupart des pays africains. Et qu'en réalité, ce qui manque au Congo, ce ne sont pas les élites et des hommes politiques. Je me souviens, lors de mes années d'étudiant, ils étaient les meilleurs dans les questions internationales à Paris. Ce qui manque au Congo, c'est simplement des stratégies internes propres aux élites, susceptibles de conduire leur pays vers un statut de réel État indépendant, grand État indépendant, grand État capable de tenir son rôle et sa place à la fois en Afrique et dans le monde. Lorsque Mobutu meurt, ce sont les puissances occidentales qui organisent sa succession. C'est eux qui ont installé Kabila au Congo. C'est encore eux qui ont installé Kabila fils, pour ne pas prendre des risques. C'est encore eux, malheureusement, qui ont installé Tshisekedi. Voilà où le bas blesse. Tshisekedi s'est donné de grands ailes, de grandes ailes, et a commencé par déplaire aux Occidentaux. Va traiter comme un reclus Kabila que les Occidentaux avaient placé et enlevé. Et par ne pas faire assez attention à leurs poulains et favoris chéris. Moïse Katumbi. Ça, les Occidentaux ne lui pardonnent pas ça. Et sa meilleure défense a été de faire encore pire, selon les Occidentaux. De reprendre un discours lumumbiste et de se rapprocher des puissances progressistes à travers le monde. Les Occidentaux ne le lui pardonnent pas. Ils vont le dégager, mais ils ne pourront pas envahir le Congo. Ils ne permettront jamais au Rwanda d'envahir le Congo. Ils ne permettront jamais au Rwanda de faire plus que ou au-delà de ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Kagame est leur produit. Il a un discours à fleur de tête qui célèbre, qui valorise la dignité africaine et l'indépendance de l'homme noir. Mais au fond, il est le produit des Occidentaux. Un pur produit d'ailleurs. Il est armé, soutenu,
est conseillé par les Occidentaux. Derrière les apparences de nationalistes, d'hommes d'État fermes, durs, forts, honnêtes, c'est un produit des Occidentaux. Et les Occidentaux décideront de leurs deux sorts. Le Congo restera et le Rwanda restera, chacun dans son rôle. Merci, professeur Chanda Tomé. Merci, Jacques. Merci à vous, chers téléspectateurs du Africa TV. Nous espérons, nous sommes certains d'ailleurs, que vous en savez davantage sur ce qui se passe en RDC. Et nous attendons vos retours en termes de questions, en termes de suggestions pour pouvoir enrichir davantage ce débat. Professeur, merci de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ce point important, l'actualité africaine. Merci beaucoup, le plaisir pour moi. Merci pour ça. À très bientôt sur Africa TV.